Jeudi 5 juillet 2018, encore un soir autour d'un grand plateau de télévision, un credo ici autour de nos émissions, c'est le développement, qu'il soit personnel ou plus élargi. Mesdames, Messieurs, bonsoir à chacun de vous. Vous avez fait le bon choix de nous accompagner. Bienvenue au grand rendez-vous que nous démarrons par un tour vers le ciel. Vous êtes bien installés, je l'espère bien. Le grand rendez-vous de ce soir démarre ainsi. Vous avez eu donc une idée sur le temps qu'il fera demain vendredi 6 juillet 2018. Alors, pour ce qui concerne ce soir autour de cette table, avez-vous déjà entendu parler d'économétrie, son importance dans la prise de grandes décisions pour une croissance durable? Peut-être que oui, peut-être que non. Eh bien, nous recevrons un professeur en sciences économiques et politiques, le professeur Léonard Wanchikon. La santé des populations passe par des soins de qualité. La liste nationale des médicaments essentiels est validée au Bénin. Un pharmacien, s'il est là, on va le recevoir. Sinon, Heureuse Dalondé sera ici donc pour nous parler de cette liste nationale qui a été validée ici chez nous au Bénin. Le RNA entendait le recensement national pour l'agriculture toujours actuel. Une bonne nouvelle pour les entrepreneurs agricoles, une belle opportunité également pour les décideurs. En tout cas, on parle aujourd'hui des enjeux et des opportunités qu'on peut saisir à travers cet outil qu'est le RNA. Et puis, nous parlons également des artistes, puisque nous sommes jeudi, nous allons ouvrir une porte pour nos artistes. Un artiste du nom de Nova sera admis autour de cette table pour nous parler des droits d'auteur. Voilà, chers amis téléspectateurs, pour ce qui est du menu, du grand rendez-vous de ce soir autour de cette table. Un autre menu essentiel de cette émission, c'est le journal, le JT sur BB24, le 1945. Nadège Soni, bonsoir, un plaisir de vous retrouver. Bonsoir Karamata Abataou. Alors, vous êtes là, c'est pour d'abord nous présenter le sommaire, les grandes lignes du 1945 ce soir. On vous écoute. Bien sûr, Karamat, dans cette édition du soir, la rédaction s'intéresse à l'utilité du CEP, le certificat d'études primaires, un diplôme sanctionnant la fin de l'enseignement primaire élémentaire. À suivre également dans cette édition un extrait de l'interview réalisée à Azimat Adjassa, une femme chef d'entreprise. Elle nous parlera des règles à observer pour être une bonne femme chef d'entreprise. On parlera aussi des valeurs nutritives du moringa et des bienfaits de cette plante pour la santé.
Nadège Soni, merci beaucoup. On vous laisse retourner à la rédaction et nous revenir dans un peu moins de 45 minutes pour le développement de toutes ces lignes. Alors, chers amis, le sommaire également, ça concerne ActuWeb. Vous savez, ce petit programme dans le grand rendez-vous. Aujourd'hui, vous allez suivre Rodrigue Babagbeto qui est allé sur la toile nous trouver quelques petites informations utiles pour chacun de nous. Alors, le grand rendez-vous va décoller. Nous démarrons par le monde agricole. Et je le disais tantôt, le recensement national pour l'agriculture, c'est désormais chose effective au Bénin, en entendant donc la descente des techniciens sur le terrain pour recueillir, faire la liste, donc avoir une idée de combien sont ces producteurs qui sont ici au Bénin et qu'est-ce qu'ils font réellement. En entendant de cette descente donc, des techniciens, nous allons recevoir encore une fois M. Yves Ajavon, qui est le directeur de la statistique agricole, pour nous parler des enjeux et des opportunités de cet outil indispensable au développement. Mais avant de le recevoir, on regarde ce reportage de Jérôme Mungbo sur le RNA. Le recensement national de l'agriculture est une vaste opération couvrant l'ensemble du territoire national. Le gouvernement est parti d'un constat. Le secteur agricole, toute modestie gardée, contribue à plus de 23% au produit intérieur brut, fournit environ 75% des recettes d'exportation, emploie aux environs de 70% de la population active. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin a fait l'option de faire de l'agriculture un secteur d'investissement massif. Mais ce secteur est confronté à de nombreuses insuffisances, dont l'absence d'une base de données fiable. D'où l'initiative objet du présent lancement pour répondre à ces interrogations. Combien notre pays compte-t-il d'exploitants agricoles? Où sont-ils? Quels sont leurs statuts juridiques? Quelle est la taille des exploitations? Quel est le nombre d'actifs agricoles? Quelles sont les surfaces des différentes cultures pratiquées au Bénin? Comment sont-elles réparties dans les différents pôles de développement agricole? Quelles sont les pratiques agricoles observées? Combien de personnes pratiquent la pêche et l'aquaculture? Quels sont les effectifs d'éleveurs et du cheptel au Bénin? Quelles sont les espèces et quelles races animales élève-t-on? Quelle est la disponibilité en main-d'œuvre et autres facteurs de production? Quelle est la structure de l'agriculture béninoise dans le nouveau contexte de territorialisation de l'agriculture? Et j'en passe. Monsieur le ministre, ce choix que vous avez porté sur notre commune est judicieux et vient réparer un tort. Parce qu'il y a naguère, la commune de Toribosito était considérée comme le grenier de l'Atlantique. Ce choix va désormais nous motiver, nous lancer en quelque sorte un défi qui nous permettra, si en temps on avait été déclassé, de nous rattraper. Au terme de 36 mois de recherche, une base de données sera disponible et servira de boussole à tout investissement dans le secteur agricole au Bénin. Ça veut dire, si je comprends bien, désormais on peut espérer des investissements bien plus lourds dans le secteur agricole de la part des bailleurs de fonds. Monsieur Yves Ajavon, bonsoir. Bonsoir, madame. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Hier, vous étiez avec nous, avec Estelle Pazou, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est une opportunité que nous tenons avec le recensement qui va, enfin, cette base de données enfin disponible dans le monde agricole au Bénin. Oui, c'est une opportunité parce que maintenant nous pourrons disposer des informations fiables qui permettront de mesurer l'action du gouvernement d'abord. Parce qu'on investit beaucoup, mais ce qu'on investit, ce n'est pas visible. Ah oui, donc, les producteurs ne diront pas ou ne tiendront pas le même langage que vous. Hein. Vous êtes un griffe décideur, vous estimez que l'autorité injecte beaucoup de fonds dans l'agriculture, mais les acteurs eux-mêmes ne ressentent pas toujours
le poids de cet investissement? Non, il y a plusieurs facteurs. Voilà. On a l'habitude de dire que celui qui court ne va pas aussi vite ou bien cherche à aller plus vite que celui qui est poursuivi. Au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui ne sont pas visibles du tout. Il faut les rendre visibles. Ça là, c'est un objectif. Un objectif du RNA désormais. Voilà. Il faudrait aussi que nous puissions comprendre la réaction des producteurs face à certaines situations, à la mise en œuvre de certaines politiques au niveau du secteur. Donnez-moi un exemple. Donnez-nous un exemple directement. Un exemple, oui. ok. Si dans le secteur, il y a beaucoup de réformes qui se font, et dans quelques jours ou bien dans quelques mois, les services agricoles ne seront plus ce qu'ils étaient dans l'ancien temps. Les producteurs peut-être auront dans le futur à eux-mêmes aller vers les services agricoles pour rechercher ce qu'ils veulent. Donc c'est en quelque sorte un changement ou un renversement de situation. Un renversement de situation. Nous, on donne toute la panoplie de ce qu'il faut. Mais ce que vous-même... Donc en fonction donc, des besoins de chacun, de chaque exploitant agricole. Voilà, vous allez chercher ces services-là. Donc, il faut avoir votre réaction. Si nous on dit, par exemple, on donne des services qui couvrent la vulgarisation de la production de riz, alors que vous n'êtes pas producteur de riz, il faudrait qu'on puisse comprendre pourquoi vous n'êtes pas allé là-bas. Qu'on puisse comprendre que c'est parce que vous faites du riz et du maïs ou bien du manioc que vous n'avez pas besoin de ce service. Donc ça vous oriente. On comprend mieux vos problèmes, les réactions, on les comprend et les actions sont mieux ciblées. Donc c'est ce que va viser désormais le recensement. C'est ce que va essayer de corriger donc cette Les informations que nous allons collecter auprès des producteurs vont nous permettre de corriger toutes ces insuffisances qu'on voit au niveau du secteur. Et comment est-ce que tout cela va impacter? Parce qu'au finish, je crois que quand on prend des décisions, c'est pour un changement, une croissance au niveau de chaque secteur, de chacun, et puis par ricochet, une croissance à l'échelle nationale. Alors, en quoi est-ce que et comment est-ce que toutes ces démarches vont impacter l'économie, de booster quand même quelque chose dans l'agriculture? Parce qu'on sait que le gouvernement aujourd'hui, il tient beaucoup à ce que notre agriculture ait un visage beaucoup plus rayonnant. Vous savez, le gouvernement veut faire du Bénin une puissance agricole. Et pour cela, il faudra bien connaître le secteur pour savoir là où il faut investir et mieux investir. Au Bénin, quand vous allez dans les supermarchés, vous allez voir café de Niaouli, par exemple. Tout le monde ne sait pas qu'on produit du café au Bénin. Mais il faut aller dans les supermarchés pour le savoir. Or, il y a des gens, des producteurs qui ont la potentialité, qui ont le désir peut-être de faire du café. Et ils ne savent pas que cela se fait. Donc, lorsqu'ils auront ces informations-là, ils auront dit, oh, mais tiens, si ça se fait, pourquoi pas boire? Et là, ils se constituent en fait, tiens, depuis tout ce qu'il faut pour aller vers ces productions-là qui donnent plus de valeur ajoutée. Voilà l'essentiel. Plus de valeur ajoutée, donc susciter de l'engouement au niveau de ceux-là. Tout ce qui est, comment appelle-t-on, ceux qui font de l'agro-business, ils doivent savoir que ici, là, il faut mettre en place des clusters et autres pour booster la production au niveau de telle ou telle production. Voilà. Quand vous parlez de fêtière, nous en avons une, la Pénopa. Et ça dit que la Pénopa était inactive, elle n'était pas proactive sur le terrain. Non, la Pénopa fait ce qu'elle peut. Mais toujours est-il qu'il leur manque beaucoup d'informations.
Ils n'ont pas toutes les informations pour agir. Nous, maintenant, nous allons leur donner cette opportunité-là d'avoir les informations sur tout ce que, enfin, tout ce qu'ils peuvent avoir comme information pour mieux diriger leur métier. Et tout ce qu'il faut avoir comme information, je crois savoir, et les plaintes des producteurs aujourd'hui, c'est déjà à la base un problème de formation, un problème de suivi, un problème de financement, beaucoup plus même, je crois, de financement, d'accompagnement technique. Et le RNA, désormais, c'est une opportunité pour corriger tout cela. Est-ce qu'ils auront de l'argent facilement? Est-ce qu'ils auront, en fait, c'est ça, les producteurs? Oui, ils auront l'argent. Mais vous ne pouvez pas donner de l'argent à quelqu'un si la personne ne sait pas ce qu'elle va faire. Si la personne ne peut pas faire un projet bancable pour aller voir le financier, la personne n'aura pas l'argent. Est-ce qu'il est prévu alors donc, une portion dans ce RNA, dans ce processus, pour aider les gens là, à mettre ou à asseoir des plans d'affaires pour avoir accès au crédit? Pour asseoir des plans d'affaires, il faut se baser d'abord sur des informations crédibles. Nous allons leur fournir ces informations crédibles. Quand vous êtes quelque part et vous dites, dans ma commune, un maire peut aider sa commune à se développer. Dans ma commune, nous avons tel nombre de producteurs. Ils font telle surface de production végétale. Nous avons tel nombre de pêcheurs. Voilà ce qu'ils font. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'avoir ces informations pour monter le projet, eh bien, vous allez monter quelque chose que les partenaires financiers vont regarder de travers. Directeur, vous avez avec vous là 10 bonnes raisons, une liste quand même exhaustive, je m'exprime ainsi, des raisons qui nous motivent donc à croire en ce recensement national, à la mobilisation déjà, à la disponibilité de chaque agent exploitant agricole. Est-ce que vous pouvez les partager avec nos amis téléspectateurs? Oui, la première raison, c'est que le recensement va fournir une base le ministre l'a de référence pour juger du succès des politiques gouvernementales et des programmes de développement. Parce que là, vous avez l'éclairage. On a tel producteur, on les a encadrés. S'il y a eu succès, le recensement va nous dire oui, il y a eu succès. Et ce petit bilan se fera au bout de combien de temps de parcours? Nous avons 36 mois pour faire ce travail. Après 36 mois, il y a des enquêtes annuelles qui vont se répéter pour le suivi des ménages, le suivi rapproché des ménages, pour voir leurs conditions de vie. Parce que pour la production, la qualité aussi dépend des conditions de vie de ces ménages agricoles. Donc, quelles sont leurs conditions de vie? Donc, il y aura des enquêtes. Et au bout de 5 ans, on va faire ce qu'on appelle une enquête intercensitaire. C'est-à-dire une grosse enquête qui va nous permettre de voir si tout ce que nous avons fait jusque-là, si tout est bon, s'il n'y a pas de correction à faire. Et là, en même temps, on dit au gouvernement, on dit aux producteurs, on dit à tous les partenaires du secteur, nous avons encore du chemin à faire parce nous avons vu à travers les enquêtes qu'il y a encore ceci qu'il faut perfectionner. Alors, les chiffres sont là. Le secteur agricole aujourd'hui, tel qu'il était avant, emploie près de 70% de la population active. Aujourd'hui, avec ce recensement, quelle opportunité? Il y a combien déjà, parce qu'aujourd'hui on parle de défis à relever concernant la lutte contre le chômage déjà des jeunes. Ils sont nombreux. Alors, avec ce recensement-là, nous allons grimper à combien, à votre avis? C'est ça que nous voulons savoir. Vous avez estimé déjà combien? Est-ce que vous avez des rêves? Non, l'estimation, c'est les 70% là. Ça, c'est des estimations. Voilà. Maintenant, nous voulons approcher la réalité. D'accord. Qu'est-ce que c'est au juste? D'accord.
Voilà. Merci beaucoup, directeur. Le temps ne suffit pas, sinon on serait allé bien plus loin et connaître les autres points de cette liste. On y reviendra certainement dans un format bien plus élargi. Prenez donc le rendez-vous avec nous sur BB24 pour en savoir bien plus sur l'utilité de ce recensement national agricole. Directeur de la statistique agricole, M. Yves Ajavon, merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup, madame. Alors, ça se poursuit. Le grand rendez-vous, c'était le monde agricole. Nous ouvrons à présent les fenêtres de nature et bien-être côté santé. On parle de médicaments essentiels, on parle de médicaments de génériques. Il y a beaucoup d'appellations de médicaments essentiels au Bénin. Une liste apparemment a été validée. Notre spécialiste en santé heureuse Danondé sera avec moi tout à l'heure pour échanger autour de ce sujet. Mais avant, nous allons regarder ce reportage de Marcel Gbetoro sur le parcours des faux médicaments. Tokba, l'une des plus grandes plateformes de vente de produits pharmaceutiques dont l'origine est souvent inconnue. Ce trafic sordide et criminel touche surtout les pays en développement, dont le Bénin. Les populations les plus démunies en font les frais. Elles sont attirées par les faibles prix par rapport aux médicaments vendus en pharmacie. Ceux qui vont vers les faux médicaments et qui vont attraper des maladies liées à la consommation de faux médicaments n'ont jamais les moyens pour se prendre en charge, pour se traiter. C'est là où le bas blesse. Donc, il va falloir vraiment, si nous voulons demain beaucoup de cadres, nous voulons demain des travailleurs, nous voulons demain des paysans forts pour aller labourer et revenir, il faut que nous leur donnons, nous mettons à leur disposition les médicaments de bonne qualité et que nous les orientons. En plus des sensibilisations au sein de la population à consommer des médicaments pharmaceutiques, il faut surtout œuvrer à une disponibilité continue des médicaments de qualité. Si je prends l'effort qu'au Bénin, la centrale d'achat des médicaments fait, en mettant disponibles les produits pharmaceutiques génériques de très très bonne qualité. Parce que la lutte contre les faux médicaments aussi, c'est avoir la disponibilité de la qualité et l'avoir partout, sur toute l'étendue du territoire national. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 200 000 décès pourraient être évités chaque année à travers le monde si les faux médicaments n'étaient pas frauduleusement mis sur le marché pharmaceutique. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas les lois, les règlements, les textes, les organisations et les services pour prendre le relais de ces choses-là et faire des investigations. Pourquoi ? Pour amener les gens, les délinquants, les malfaiteurs, les trafiquants, les vendeurs de mort devant les tribunaux de façon à ce qu'ils répondent de leurs actes. L'État perd beaucoup. L'État perd beaucoup. Et malheureusement, non seulement nous perdons, mais ça nous expose à beaucoup d'autres situations que l'État sera obligé de sortir de l'argent pour gérer. Donc, c'est toujours mieux de mobiliser les ressources pour barrer la voie à ceux-là, ces tricheurs-là, qui tiennent effectivement à nous intoxiquer, plutôt que d'attendre. Si nous n'allons voir seulement ce que nous perdons à côté de la santé des populations, quand moi je prends rien que les dégâts que ça doit causer, d'accord, à un individu qui l'a consommé, ça n'a même pas le coût, on ne peut même pas mesurer. Le Bénin a plusieurs dispositions à son actif pour lutter contre la vente illicite des faux médicaments. La multiplication des mesures répressives à travers une coordination régionale pilotée par la CEDEAO peut venir à bout de ce fléau qui menace tous les progrès effectués dans le domaine de la santé en Afrique. Marcel Gbetoro pour ce reportage revisité sur les faux médicaments. Les médicaments, on en a besoin parce que la santé, elle est parfois fragile et pour se retrouver, pour se remettre d'aplomb, on a forcément besoin de ces pilules, de ces médicaments. Voilà, il en existe plusieurs catégories, les génériques, les médicaments pharmacie, les médicaments essentiels. Je ne suis pas spécialiste en santé. Nous avons celle-là qui s'occupe de ces sujets justement ici sur BB24. Heureuse d'Anondé, bonsoir. Bonsoir Karamata Bataou. Alors, à la maison. Ça va, je rends grâce. On a couru rapidement et venu répondre quand même, mais à son rendez-vous pour le plaisir, le bien-être surtout de nos populations.
population. Mais je crois savoir aujourd'hui, vous devrez être avec le pharmacien, lui, Koupemedji. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut déjà dire que, bon, médicaments essentiels, nous avons décidé d'aborder le sujet avec lui parce que le ministère de la Santé, actuellement, je crois que les travaux sont en cours depuis 8 heures aujourd'hui. Les travaux sont en cours de l'autre côté de l'hôtel de la Marina. Et certainement que les travaux ont pris fin. Voilà. Oui. Bon, je ne sais pas si ça a déjà pris fin, mais jusqu'à une heure donnée, j'étais en contact avec le docteur Koupemedji qui malheureusement y a pris part. Il est de l'autre côté de l'hôtel de la Marina dans le cadre de la validation de la nouvelle liste des médicaments. Ce n'est même pas encore validé la liste, c'est en cours de validation. Donc on voulait l'avoir sur le plateau pour nous dire un peu de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un nouveau thème ou un nouveau jargon dans le monde pharmaceutique? De quoi il s'agit? Malheureusement, il a été désigné comme président adjoint du comité qui va conduire les activités, travaux. Donc il ne pourra pas être là. Mais il a essayé de nous donner quelques informations. Justement, ces informations, on va vous les prendre heureuses d'annoncer. Ce que je peux déjà dire, c'est de promettre à nos amis téléspectateurs qu'il va revenir. Le mardi prochain, il sera avec nous là, avec la liste des nouveaux médicaments essentiels validés par le gouvernement béninois avec la liste disponible. D'accord. Pour nous délivrer cela. En entendant cette liste, est-ce que déjà de vos échanges... Oui, justement. On appelle médicaments essentiels, on en a besoin, Estelle, on en a besoin. Je dis Estelle, heureuse. C'est vrai que c'est le même corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par médicament essentiel? Alors, déjà, selon l'Organisation mondiale de la santé, les médicaments essentiels, ce sont des médicaments qui répondent aux besoins de santé prioritaires d'une population. Il y a tout type de médicaments, vous avez commencé par en parler, mais il y a des médicaments essentiels. Et là, c'est que ce sont ces médicaments qui sont sélectionnés en fonction de la prévalence des maladies, de l'innocuité, de l'efficacité et d'une comparaison des rapports coût-efficacité. D'accord. Donc, ces médicaments sont des médicaments qui visent une certaine frange de la population, si je comprends. Lorsqu'on prend par exemple le paludisme qui sévit dans notre pays, là, il doit y avoir ces médicaments qui traitent le paludisme disponibles. Et à moindre frais. À moindre coût, tout à fait. Donc, pas de rupture. Lorsqu'on parle de médicaments essentiels, ce sont des médicaments, lorsque vous demandez quel que soit l'heure, quel que soit le jour, c'est disponible. Et à un coût réduit, réduit selon le pouvoir d'achat de la justement, population. J'ai bien envie de comprendre certainement que nos amis téléspectateurs se la posent aussi cette question. Comment est-ce que ce prix-là va être fixé? Certainement qu'ils vont décider de la raison pour laquelle tous les acteurs du domaine pharmaceutique et le ministère du Commerce sont réunis de l'autre côté de l'hôtel de la Marina, comme on le disait tantôt, pour décider de, avec les médecins, pharmaciens, quelles sont ces listes-là, quels sont ces médicaments qui sont aujourd'hui... Qui vont figurer sur la liste. Des médicaments essentiels. Et avec le ministère du Commerce, oui, allez-y, voilà, comment fixer le coût, sur quelle base devons-nous fixer le coût de ces produits pharmaceutiques-là qui seront livrés aux populations. D'accord. Donc voilà un peu. On n'a pas encore la liste des médicaments pour connaître le coût de ces médicaments. On peut déjà faire quelques estimations parce que vous êtes notre spécialiste santé. Vous avez commencé par parler du paracétamol. Oui, on ne va pas citer de nom de médicaments pour éviter toute publicité également. En effet. Mais c'est un médicament essentiel. On a besoin pour guérir ne serait-ce que un petit mal de tête. Non, voilà, on refuse l'automédication, Madame Agbataou. On refuse l'automédication parce que lorsque vous prenez peut-être, c'est ce que tout le monde dit, je vais à la pharmacie ou bien j'ai un mal de tête là, allez me prendre paracétamol, sans savoir que vous souffrez peut-être d'un mal dont peut-être la prise de paracétamol n'est pas peut-être adaptée. Auquel la prise de paracétamol n'est pas adaptée. On peut avoir les mêmes symptômes, je ne sais pas. Sans pouvoir avoir le même médicament pour traiter ces symptômes-là. Donc, je préfère avoir le spécialiste sur le plateau pour éviter de faire tout bricolage. Je préfère l'avoir sur le plateau. Pour je sais que vous n'aimez pas les bricolages. Je vous connais. Très perfectionniste. Oui, perfectionniste, spécialiste. C'est notre journaliste. C'est normal. Il faut qu'elle prenne soin de nous, qu'on se porte bien et qu'on se retrouve ici tout en sourire et puis faire de bons débats. Nos médicaments essentiels, Karamata-Bataou. Il faut dire que, comme je le disais tantôt, ce sont des médicaments qui devraient être disponibles en permanence
permanence dans le cadre des systèmes de santé opérationnels en quantité suffisante, parce que nous constatons aujourd'hui, il y a des pharmacies dans lesquelles quand vous y allez, quelle que soit l'heure, quel que soit le médicament dont vous avez besoin, vous l'aurez, pas de rupture. Ils sont même habilités à appeler l'extérieur pour vous envoyer ce produit-là par voie aérienne. Ce système existe au Bien Bénin? sûr, systématiquement, peut-être en 24 heures, vous pouvez avoir le médicament disponible. Mais lorsqu'on parle de médicaments essentiels, pas besoin de constater une rupture, de dire, bon, on va faire la commande de l'autre côté de l'étranger pour avoir... Vous l'avez. Ça veut dire que cette liste, une fois validée, va régler beaucoup de problèmes. Tout à fait. À la base. À la base, parce déjà. qu'il y a de ces pharmacies, quand vous allez, aujourd'hui, vous y êtes allé pour prendre un produit, le lendemain, ce n'est pas évident de le retrouver. Donc, désormais, avec cette liste de médicaments essentiels, tous les médicaments pas de rupture. qui vont se retrouver sur la liste de médicaments essentiels seront disponibles tout le temps. Il faut dire que la première liste déjà sortie par l'Organisation mondiale de la santé date de 2007. D'accord. De 2007. Et les pays membres de l'OMS se conforment à cette liste de médicaments essentiels. Dans le Bénin. Voilà, et nous sommes dans cette démarche-là aujourd'hui. Et je crois que c'est pour le bien de tous ces malades-là qui sont dans nos hôpitaux et de tous ces malades qui sont ignorants. Lorsque vous aurez besoin de médicaments essentiels, vous en trouverez disponibles à partir de demain, certainement. On l'espère bien, on croise les doigts pour que ça aille vite de l'autre côté, que les échanges soient fructueux et qu'il y ait harmonie ou harmonisation et qu'on nous sorte cette liste dont nous avons tous besoin. Parce que ça répond également à une loi, là, une déclaration des médicaments essentiels. Déclaration des médicaments essentiels. Donc, ce n'est pas une loi en tant que telle, mais tous les pays doivent se conformer à cela. Dans tous les pays qui sont membres de l'Organisation mondiale de la santé, il doit y avoir une liste de médicaments essentiels pour déjà sauver ces populations démunies qui n'ont pas de grands moyens pour aller se prendre des médicaments qui coûtent très cher, mais des médicaments disponibles à moindre coût. J'ai deux préoccupations importantes. La première, c'est de savoir, il y avait déjà une liste essentielle de médicaments essentiels validés au Bénin? Déjà. Ce n'est pas une première fois. Ce n'est pas une première fois. Maintenant, je crois que d'autant plus que chaque année, lorsqu'on prend le paludisme, par exemple, il y a pratiquement chaque année des médicaments qui sont retirés de la circulation. D'accord. Donc, il faut forcément les remplacer. Voilà, il faut les remplacer. Il faut du genre une actualisation de la liste de médicaments essentiels. C'est ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui. D'accord. Et l'autre chose, c'est dire qu'il n'y aura pas de... Oui, avant de vous laisser partir, c'est important, j'y tiens beaucoup. En cas de rupture, parce qu'on se connaît. Il n'y aura pas de rupture. Quelles sont les dispositions? Quelles sont les dispositions, à votre avis? Là, vous n'êtes pas forcément un spécialiste, mais pour celle-là qui côtoie, qui est avec... En fait, en fonction de ce que l'Organisation mondiale de la santé... Quelles sont les dispositions qui vont être prises au niveau de ces pharmacies pour qu'on n'ait pas de rupture? Est-ce que vous y croyez? Moi, je suis un peu sceptique. En fait, tout est établi. Je ne vais pas dire que c'est comme un dogme, il faut y croire. Tout est établi. Et lorsqu'on parle de médicaments essentiels, il n'y a pas de rupture. Il n'y a jamais de rupture. Il n'y en a pas. Ça existe en quantité. Est-ce que vous avez jamais constaté le manque de paracétamol sur nos étalages ou, bon, on ne fait pas étalage, on ne veut pas étaler. Dans les pharmacies, ça existe toujours. Ça existe. Il n'y a pas de rupture. Lorsqu'on parle de médicaments essentiels, on ne connaît pas de rupture. D'accord, pas de rupture, c'est juste qu'on va revoir cette une actualisation de la liste tout simplement de la liste déjà disponible. Merci beaucoup, heureuse d'Alandé. On espère avoir Dr Louis Koukoumédi, pharmacien d'officine, sur le plateau mardi prochain pour nous apporter toutes les précisions lorsqu'on parle de médicaments essentiels. Avant de vous laisser partir, vous avez certainement un petit mot à l'endroit de nos amis téléspectateurs, de vos fidèles téléspectateurs. Un petit mot déjà à l'endroit des autorités du ministère de la Santé. Dès que cette liste sera validée, certainement à la fin de cette journée ou déjà fait, il faudrait que cela soit rendu public, vulgarisé, ou qu'il y ait une communication autour de la chose et avec les coûts de ces produits-là pour que tout le monde sache qu'aujourd'hui, nous avons ces médicaments-là disponibles déjà et à tel coût pour éviter la surfacturation dans d'autres pharmacies et tout. Et également à ces populations, dès que cette liste est disponible et rendue publique, il faut s'y conformer et éviter d'aller sur le marché noir, tout simplement.
Tout sauf le marché noir. Tout sauf le marché noir. Tout Notre sauf santé importe très. Merci beaucoup, oui. Heureuse Dalondé. C'est vrai. Un plaisir d'avoir partagé ce temps de... Il est partagé ce plaisir. ce temps de plateau avec vous. Il est partagé. Je vais vous laisser repartir beaucoup. tout doucement, retrouver la petite famille à la maison parce qu'il fait nuit déjà. Hein. Oui, bon, notre devoir. Je crois que nous avons accompli notre mission ce soir. Vous avez accompli votre mission. Moi, je continue d'accomplir ma mission. Et ma mission, elle se poursuit et c'est pour recevoir un artiste chanteur du nom de Nova et c'est Horizon Culture. Très souvent, ça grince des dents du côté de nos artistes. Ici au Bénin, qu'est-ce qui se fait ailleurs quand on parle de droit d'auteur? On va avec Nova, de son vrai nom, Landry Gbokede. Alors, avant de l'installer, de le recevoir ici même à ma droite, nous allons regarder ce reportage de Marcel Botero. C'est une voix séduisante, attrayante et désirable du public qu'on ne présente plus. Comme cette diva de la musique béninoise, plusieurs artistes nous emportent dans leur vision futuriste ou prévisionnaire. À travers la diffusion de leurs œuvres sur les chaînes de télévision, les stations de radio ou encore sur les réseaux sociaux, ces artistes se font un nom qu'il faut à tout prix défendre et préserver à travers le droit d'auteur. Toute personne qui crée une œuvre d'esprit a forcément l'obligation d'enregistrer cela. Du moment où vous créez cela, cela est totalement à vous. Et en allant enregistrer, vous vous protégez et aussi vous mettez des garde-fous au cas où quelqu'un chercherait à utiliser cela sans votre autorisation. L'artiste jouit de ce droit sous forme de salaire qui lui est payé tous les 6 mois à la suite de la collecte de ce qu'on appelle les redevances pour exploitation des œuvres de l'artiste. Avant d'aller trouver une redevance et chercher et récupérer, il faut déclarer l'œuvre. Au niveau de l'Association des managers culturels actifs du Bénin, c'est un travail de sensibilisation qui est fait pour amener les artistes à mieux bénéficier du droit d'auteur. À notre niveau, nous sensibilisons et nous demandons souvent à tous les artistes, quand même à la sortie d'une œuvre, de quand même aller l'enregistrer pour que cette œuvre-là puisse recevoir les droits qu'il faut au moment de leur usage dans n'importe quel type d'utilisation de leurs œuvres. Au Bénin, c'est le BUBEDRA, Bureau béninois du droit d'auteur, qui est chargé de la protection des artistes béninois. Les textes réglementaires en vigueur au Bénin précisent que l'utilisation d'une œuvre de l'esprit est subordonnée à l'autorisation préalable écrite du Bureau béninois du droit d'auteur, qui est le mandataire exclusif des auteurs, des éditeurs, des compositeurs au Bénin ici. Néanmoins, beaucoup d'efforts restent à fournir pour assurer une bonne protection des œuvres artistiques béninoises. Il n'y a pas de contrôle autour de ça. J'espère que c'est ce qui a amené des réformes dans ce milieu-là. Ils n'ont pas encore abouti. Sinon, réellement et objectivement et sincèrement parlant, on ne peut pas dire avec sincérité que ce que les artistes reçoivent viennent réellement de ce qu'il leur revient. Selon la loi numéro 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins en République du Bénin, l'auteur d'une œuvre est la personne physique qui l'a créée. Son utilisation est subordonnée à une autorisation. Voilà. Nova, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, merci. La pleine forme? Toujours. Alors, le monde des artistes, comment il va chez nous au Bénin? Oh, j'espère qu'il va bien. Il y a toujours des grincements de dents et à juste titre parce que les artistes sont tout le temps inquiets du fait de l'avenir qu'on va réserver à leur œuvre de l'esprit. Pourquoi sont-ils si inquiets? Ils ont, à tort ou à raison, des inquiétudes par rapport justement en fait à l'issue qui sera donnée, à l'appréciation du public déjà, et ensuite à tout ce qui entoure en fait de façon pécuniaire cette œuvre-là.
D'accord. Et je crois que c'est là le bas blesse, quand il s'agit de l'espèce sonnante et trébuchante. Après avoir fourni un effort, on s'attend quand même à être rémunéré d'une manière ou d'une autre. En quelque sorte, le salaire. Est-ce qu'on peut considérer les droits d'auteur comme étant un salaire des artistes? Est-ce que c'est un salaire? Je dirais plutôt une prime. Parce qu'un salaire est périodique. Qui plus est mensuel. Une prime, oui, une prime beaucoup plus. Ça intervient souvent tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Voilà, généralement tous les 6 mois. Généralement tous les 6 mois. Et c'est harmonisé, c'est un peu partout, ça se passe comme ça partout ou bien c'est le Oui, il y a des endroits où ça se passe, c'est à la fin de l'année. Une fois par an, on fait le cumul et donc en fait on fait soit le chèque ou le virement, mais jamais en espèces. Jamais en espèces. Donc voilà. Selon vous, comment est-ce qu'on arrive à accorder cette prime-là, comme vous le dites, à nos artistes? C'est vrai, il faut déjà avoir une œuvre, il faut la déclarer. Et quel est ce processus justement et combien l'artiste doit percevoir au finish? Je pense que là, il doit y avoir beaucoup plus en fait des campagnes de sensibilisation afin d'emmener les artistes à s'enregistrer. Quoi que cela en coûte. Souvent, quand vous allez voir dans les formulaires que vous devez remplir en tant qu'artiste, si vous êtes le compositeur, si vous êtes l'auteur, si vous êtes l'interprète, si vous êtes le producteur du son, l'ingénieur de son qui a produit justement l'œuvre musicale sur laquelle l'artiste pose la voix. Ah, lui aussi, l'ingénieur du son, il a... tout le monde est compté. Tout le monde est compté dedans. Et derrière, par exemple, ça devient très délicat parce qu'on vous demande, est-ce que vous voulez que votre structure, la structure par exemple dans ce cas le Bubudra, s'occupe de collecter tous vos droits à travers le monde, si tant est-il que votre promotion se fait par exemple en Europe, aux États-Unis. Le Bubudra a ce droit. Donc il y a des cases que vous cochez pour savoir si vous voulez que le Bubudra vous représente juste par exemple dans la zone de l'UEMOA ou soit juste dans quelques pays. Voilà, libre à vous. Mais je pense que les artistes, ils vont s'enregistrer peut-être, mais ils n'ont pas toutes ces informations-là. Après, il y a aussi qu'à la base, les droits d'auteur, par définition, c'est l'ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit. Les ayants droit, dans ce cas, c'est la société de production ou les héritiers. Exactement. Et donc, par rapport à ça, il y a que, souvent, on oublie que quand on est produit par un label, quand on est récupéré par un label de production, la donne change. Donc, il faut très bien lire le contrat que vous avez. Souvent, les contrats sont les contrats moraux ou bien verbaux. Donc, à votre avis, s'il y a si tant de mécontents entre griffes dans le rang de nos artistes aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne sont pas totalement bien informés? Je pense qu'ils ne sont pas totalement bien informés et je pense que tant qu'ils sont informés, tant qu'ils ont la bonne information et tant qu'ils arrivent à se fédérer, le Bubudra n'aura autre motif que justement de leur donner raison. Mais après, il ne faut pas jeter c'est là où c'est délicat en fait. Il ne faut pas jeter aussi la pierre au Bubudra parce que c'est trop facile. Parce qu'aujourd'hui, si moi je déclare par exemple, moi artiste Nova, qu'il faut me virer les sous ou bien qu'il faut me payer par chèque et qu'à un certain moment, je déclare un domicile, je donne une adresse de domicile à laquelle on vient, on ne me trouve pas, il y a un problème. Et il y a des années d'exercice. Donc, ça va peut-être du 1er janvier au 31 décembre. Et qu'est-ce qui est fait justement de ces fonds-là quand on ne retrouve pas le... Ça, je ne suis pas du Bubudra, donc je ne peux pas vous dire. À votre avis, je prends justement votre avis sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense... Je me dis que ces fonds-là doivent être collectés quelque part, mis au frigo quelque part. Sûrement. L'artiste, il ne va pas se volatiliser, il doit se retrouver quelque part. Il a ses contacts, ses coordonnées, on peut le contacter. Voilà, mais il faut savoir aussi une chose, c'est que quand vous enregistrez votre œuvre, par exemple, si vous l'enregistrez 20 ans après, ne croyez pas que ça aura un effet rétroactif. Ce n'est pas possible. Parce que le Bubudra n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières, pour savoir, il y a 20 ans, tu as joué tel morceau. Paye-moi les droits qui sont justement relatifs à cette promotion-là de l'œuvre de l'artiste. Justement, on reviendra tout à l'heure, Nova, pour parler de promotion. Est-ce qu'il faut se contenter justement des droits d'auteur? Par quel autre moyen se faire quelques petits sous? On en a toujours besoin. Et je rappelle pour ceux-là qui sont mélomaniques,
mélomane de musique, que vous êtes Nova, nom d'artiste, et que vous êtes membre fondateur du groupe Esprit Neg. Et depuis 2010, vous évoluez en solo avec 3 singles. Je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça, hein? Ça. Et le single qui aura certainement marqué les esprits, c'est cette reprise. Fatimata. Fatimata. Je suis impressionné. À juste ce titre, je suis impressionné. Ah oui? Pourquoi est-ce que vous êtes impressionné? Mais parce que vous avez décrit mon parcours sans me consulter. C'est impressionnant. On fait notre travail, Monsieur Nova, ou Nova tout simplement. Voilà. C'est un artiste, c'est free, c'est cool par ici. Alors, il est l'heure pour nous de passer au 19h45, le journal. La rédaction nous accueille. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Près de 221 800 candidats sont cette année à l'assaut du certificat d'études primaires CEP. À quoi ce parchemin peut-il encore être utile? Des réponses dans cette édition. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à devenir chefs d'entreprise. Cumuler ce poste à la vie de femme n'est pas toujours chose facile. Comment y arriver? Une femme entrepreneur se prononce dans quelques instants. Le moringa est une plante très consommée au Bénin et est utilisée aujourd'hui à des fins diverses. Quels en sont les bénéfices? Éléments de réponse dans un reportage à suivre. Cette année, près de 221 800 candidats sont à l'assaut du certificat d'études primaires CEP, un parchemin qui a plus d'un siècle d'existence au Bénin et qui de plus en plus ne figure plus parmi les exigences des offres d'emploi. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à la question de savoir quelle utilité pour le CEP aujourd'hui. Dans ce reportage que vous allez suivre, parents d'élèves et enseignants se prononcent sur la question. Passé normalement à la fin du cours moyen deuxième année CM2, le CEP a pour fonction de marquer la fin des études primaires et constituer l'ouverture vers l'enseignement secondaire. Le CEP, c'est le minimum que l'enfant moyen peut avoir et qui lui donne le quitus, qui lui permet de quitter le cycle primaire pour commencer le cursus du secondaire. L'examen que constitue le CEP à caractère national, qui permet d'apprécier sur la base des mêmes épreuves le niveau d'apprenant ayant évolué dans différents départements, ayant évolué avec différents enseignants. Premier examen de la scolarité, il débute vers les années 1910, connaissant au fil du temps diverses appellations. Certificat de fin d'études primaires CFEP, contrôle des études de fin de l'enseignement de base CFEB, certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Plus de 100 ans après, il demeure d'une haute importance pour plus d'un. C'est le premier diplôme et nous l'avons fait, nos parents ont fait. Je pense que c'est quand même, ça a son importance du fait que c'est pour jauger quand même le niveau de l'enfant avant son entrée au collège, parce que le collège c'est un autre monde. Quand vous prenez nos parents qui avaient eu le CFEB et qui n'ont pas continué au secondaire, vous les voyez s'exprimer, écrire, et que vous prenez aujourd'hui un enfant qui a le CEP, la différence elle est très nette. Toutefois, je ne dirais pas que le CEP n'est pas utile. Le CEP en lui-même c'est un examen et ça permet donc d'apprécier le niveau des apprenants à bas niveau déjà. Pour d'autres, par contre, l'inexigence du CEP dans les offres d'emploi et recrutement d'agents permanents de l'État suffit à justifier l'état désuet de ce parchemin. Je pense que quelque chose est utile lorsqu'elle apporte une plus-value. Elle permet d'avoir quand même des bénéfices derrière. Et un diplôme aujourd'hui doit pouvoir ouvrir des portes d'emploi ou permettre d'avoir accès à beaucoup d'opportunités. On ne peut plus travailler avec le CEP aujourd'hui. Ça ne permet plus d'avoir un emploi décent ou de faire quoi que ce soit. Actuellement, le CEP ne donne plus, ça ne permet plus d'avoir un emploi en tant que tel. Ça ne permet plus d'avoir ici un emploi. Déjà que le BPC est déjà ramené un peu vers le bas et le CEP s'attend vers la disparition. Supprimer un parchemin formellement désiré par un peuple à près de 65% analphabète, reste là la grosse interrogation.
Les femmes entreprennent de plus en plus. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction qui a recueilli les propos d'une jeune femme entrepreneur. Selon elle, la confiance en soi est indispensable pour entreprendre. Écoutons les propos de Azima Tadjassa au micro de Fallon Azino et Louis Koudoubo. Pour entreprendre, il faut déjà être quelqu'un qui se fait suffisamment confiance. Parce que si vous ne vous faites pas confiance, comment vous voulez convertir des prospects en clients? Comment vous voulez convaincre des investisseurs à s'intéresser à votre entreprise? L'entrepreneuriat, c'est d'abord la femme qui est la mère de l'entrepreneuriat. Une femme qui entreprend, c'est d'abord pour la famille. Qui dit famille parle des enfants. Qui dit enfant parle d'éducation. Qui dit éducation parle développement du pays. Donc en termes d'impact aujourd'hui, c'est une chaîne, c'est transversal. Une femme qui arrive à multiplier les fonds, à ramener de l'argent à la maison, je pense qu'on résout beaucoup de problèmes liés, ou bien beaucoup de branches que traitent aujourd'hui les objectifs du développement durable. L'entrepreneuriat, c'est aussi une sorte de leadership. Le rapport, il est là. Une femme qui décide d'entreprendre, elle est en train de montrer d'une autre manière son leadership. Il y a pas mal de raisons qui font qu'on ne sait pas que ce sont les femmes qui entreprennent le mieux. Et ce poids fait que les femmes aujourd'hui ont d'abord du mal à aller vers des investisseurs pour demander des fonds, pour lever des fonds. Et quand tu as une société qui a besoin de passer à une échelle supérieure et que tu manques de fonds pour le faire, évidemment que tu ne pourras pas tenir. Et les bonnes œuvres que tu as dû entamer avec les maigres financements risquent encore de mourir. Donc, un des challenges que rencontrent les femmes entrepreneurs aujourd'hui, c'est ce problème de financement. Aux nombreuses questions touchant à la malnutrition des populations, les valeurs nutritives d'une plante exceptionnelle reste la réponse idéale. Le Moringa oleifera est le nom scientifique de cette plante aujourd'hui très consommée par les Béninois. Cloté Awekou, Philippe Béonzé nous emmène à découvrir cette plante et ses secrets bénéfiques pour la santé. Nous sommes ici dans une ferme agricole de production et de transformation du Moringa, 6 à Wawata, dans l'arrondissement de Zinvier, comme d'Aboué-Calavi, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Cotonou. Moringa oleifera est son nom scientifique, une plante à haute valeur nutritive adoptée aujourd'hui par les populations comme un important complément alimentaire. Quand j'étais en grossesse, c'est le moringa que je consomme jusqu'à l'accouchement. Et 6 mois après la naissance du bébé, lui-même a commencé par le consommer. Aux nombreuses préoccupations liées à la malnutrition qui touchent une bonne frange de la population de notre pays, le moringa, plante aux 1000 vertus, reste une excellente réponse. Mine d'éléments nutritifs, je vais donner quelques illustrations. Lorsque vous prenez la feuille de moringa, c'est démontré que ça contient autant de protéines que dans les œufs. C'est démontré que lorsque vous comparez les feuilles de moringa aux oranges, vous allez voir dans le moringa 7 fois plus de vitamine C que dans les oranges. Lorsque vous regardez, vous comparez les feuilles de moringa à la carotte, vous allez voir qu'il y a 4 fois plus de vitamine A que dans les carottes. Et lorsque vous comparez les feuilles de moringa au lait, vous voyez également qu'il y a 4 fois plus de calcium dans les feuilles de moringa que dans le lait. Cette plante de la famille des Moringacées est de culture facile, recommandée dans l'agriculture familiale. C'est une mine d'éléments nutritifs qui est disponible partout, qu'on peut cultiver partout, sur toute l'année. Et c'est pour ça que nous avons dit, mais on peut choisir le moringa pour contribuer à améliorer le statut nutritionnel des populations, mais en particulier des groupes vulnérables que sont les enfants, les femmes et les jeunes. Donc voilà pourquoi nous avons choisi le moringa. Le macassa est le nom de l'huile extraite de la graine de moringa, très prisée en parfumerie et en horlogerie.
À Cotonou, plus précisément à Ladji et Vossa, le nombre de latrines est insuffisant pour répondre aux besoins des populations. Les quelques-unes érigées pour desservir les habitants sont en grand nombre mal entretenues et dressent ainsi le nid aux microbes. Reportage Boris Aïna, Christelle Tongodo. Nous sommes ici à Ladji, le quartier le plus peuplé du 6e arrondissement de Cotonou. La population avoisine 12 000 habitants et souffre d'un mal permanent d'absence de latrines. Dès le recasement, nous avions constaté que beaucoup de latrines étaient construites sur la voie publique. Malheureusement, ces latrines ont été détruites. Toutes les latrines ont été détruites. 3 latrines pour 12 000 personnes. Ainsi se présente l'état des lieux. Dans ces conditions, les populations sont obligées de trouver des alternatives pour répondre à leurs besoins naturels. Nous n'avons pas de latrine à Ladji. Déféquer est un vrai problème pour nous. Nous sommes parfois obligés d'attendre la tombée de la nuit pour aller à la selle et ensuite jeter l'emballage dans la mer. Moi, je suis dans une collectivité et dans ma maison, il y a 400 personnes. En l'absence de latrines, nous déféquons dans des sachets plastiques que nous jetons ensuite sur des tas d'ordures. C'est une triste réalité qui ne fait pas développer notre pays. Nous demandons aux bonnes volontés de nous doter de cette importante infrastructure. À quelques mètres de Ladji, plus précisément à Vossa, aller à la selle représente pour les populations un véritable casse-tête. La seule latrine érigée dans cette zone est fréquentée par près de 8 000 personnes. C'est donc avec acuité que se pose le problème de l'entretien des lieux. Si c'est plein, donc les gens font ce vidange en creusant un trou à côté et faire leur vidange dedans. On a toujours le domaine public qui est toujours là et on cherche les ONG ou les autorités compétentes pour nous aider pour faire un autre latrine. Nous avions écrit à plusieurs ONG. Nous avons écrit même à la mairie de Cotonou qui nous gouverne. Ils ont dit oui. À mesure que nous reprenons ou nous continuons les travaux de recasement qui étaient commencés, suspendus entre-temps, que nous continuons pour que les voies soient tracées et que chacun connaisse, localise réellement sa parcelle pour que la mairie puisse nous venir en aide. Les rues de Ladji et Vossa transformées en toilettes, les ménages deviennent une couche sociale vulnérable en raison de l'atmosphère socio-sanitaire très hostile dans laquelle ils vivent au quotidien. En Éthiopie, le gouvernement envisage de construire pour des logements sociaux à Addis Abeba pour un coût de 1,2 milliard de dollars. Environ 16 173 nouveaux logements de haut standing devraient être construits. Selon les autorités, la construction des villas sera financée par le budget national, par des subventions ainsi que des emprunts locaux. Les villas pourraient être achevées dans un délai de 12 à 18 mois, tandis que les appartements seront prêts dans moins de 36 mois. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Nadège Soni, retour donc de la rédaction pour le tour. Nous retrouver donc autour de cette table avec notre invité avec qui nous étions avant d'aller à la rédaction. Alors Nova, oui. On est revenu et c'est pour parler des droits d'auteur. Oui. Alors, droits d'auteur, qu'est-ce qui revient à l'artiste? Quel est le revenu de l'artiste quand on parle de droits d'auteur, à votre avis? Ça dépend de la catégorie d'artistes déjà. Il y a beaucoup d'artistes, il y a plusieurs œuvres artistiques. Donc que ce soit un artiste plasticien, un artiste, comment dire, acteur de théâtre, comment on les appelle? Non, on parle ici d'artistes chanteurs. Oui, il y a des artistes chanteurs, il y a des artistes interprètes. Des artistes compositeurs qui ne sont pas forcément des chanteurs.
Moi, je suis un artiste, auteur, compositeur, interprète. Je compose mes œuvres et donc je les interprète moi-même. Donc, par rapport à ça, quand je vais déclarer... Ça veut dire que le revenu doit être bien plus colossal, plus costaud. En effet, si, le revenu est égal en fait à l'ingéniosité que j'ai eue dans la création de l'œuvre que j'ai eu à mettre en place. C'est ça. Et à votre avis, il s'élève jusqu'à combien? Oula, en fait, j'ai envie de comprendre. En fait, je ne sais pas. Vous êtes artiste. Est-ce que vous avez déjà, quand je prends votre groupe, oui, Esprit Nègre, oui, est-ce que vous vous êtes déjà fait enregistrer? Vous êtes, je ne sais pas, j'ai pas compris. On s'est fait enregistrer, mais on n'a pas reçu de droit. On n'en a pas perçu. Qu'est-ce qui s'est passé? En tant qu'Esprit Nègre, je pense aussi que les responsabilités sont partagées à ce niveau parce que le domicile qu'on avait déclaré n'était plus le même après. Est-ce que après, moi, j'ai fait la démarche, vu que j'étais finalement au finish le seul sur le territoire, est-ce que j'ai fait la démarche pour me rapprocher du bureau de droit? Non, je ne l'ai pas fait. Mais par rapport à mes droits au Sénégal, oui. Justement, je voudrais bien qu'on parle du Sénégal, puisque vous avez eu la chance quand même de faire ce pays-là. Et est-ce qu'on peut procéder à une petite étude comparative entre le Bénin et le Sénégal? Oui, volontiers, si je connaissais vraiment en fait le système d'organisation en fait du Est-ce que vous avez perçu déjà vos droits là-bas une fois? Oui, bien sûr. Ou avoir presté oui, en un délai, en 6 mois, en 1 an? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai passé 4 ans au Sénégal et oui, je les ai reçus sans problème et à temps. Ah, sans problème et à temps. Et à temps. Et si je dis de comparer avec le Bénin, je parie que vous ne vous retrouvez pas dans cette posture. Non. Je parie bien. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais comme je l'ai dit, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Voilà. Un sujet quand même délicat hein, quand on parle de droit d'auteur. Au Bénin, c'est toujours pas aisé de mener les échanges dans ce sens-là, mais je voudrais aussi qu'on parle de... Quand je prends l'extérieur, quand on sort du continent africain, on va en Angleterre plus précisément, je sens que beaucoup plus les artistes s'investissent dans la sortie des singles plutôt que de faire des albums. Alors, en quoi est-ce que c'est plus avantageux de faire des singles et de passer par la promotion sur Internet et puis de recevoir des droits comparativement à la sortie d'un disque? Alors, déjà, nuance, je pense que c'est seulement récemment que certains pays africains, comme la Côte d'Ivoire, qui est vraiment en avance sur nous, est en train de chercher à comprendre, à savoir et à essayer en fait de rendre payant, de rendre les droits, justement, les droits d'auteur, trucs là sur Internet. Parce que jusque-là, par exemple, ça n'existe pas ici, dans la sous-région. Par Internet, si vous allez voir, par exemple, je dis n'importe quoi, web musique, quelque chose comme ça et tout, à qui vous donnez l'autorisation de faire votre promo, ils ne paieront pas, ils ne sont pas souscrits soumis à justement à des redevances qu'ils doivent payer aux droits d'auteur, au bureau du droit d'auteur, qui ensuite devra vous les reverser. Pour le moment, en tout cas, tout ce qui est web, ce n'est pas faisable. Vous êtes sûr? Oui. Il y a quelques artistes béninois qui ne sont pas dans cette démarche. Non, je pense que la plupart des artistes qui le font, recherchent beaucoup plus en fait la promotion. Parce que plus tu fais de promotion et plus tu te fais voir, et plus tu as la chance de participer à des festivals, à des concerts. Voilà, exactement. Qui, justement, eux, par contre, sont obligés de reverser des droits. D'accord. En conclusion, rapidement, qu'est-ce qui arrange alors l'artiste béninois? Le single est beaucoup moins onéreux. Par exemple, pour une journée de... À moins que vous soyez vraiment fort. Il faut enregistrer tout un album, il faut des jours. Et il ne faut pas moins de 100 000 par jour de studio. Et si c'est un album live, vous devez payer chaque musicien. Nova, on va se dire tout simplement à la prochaine parce que la télévision, c'est une question d'heure. En effet. On a fini notre temps d'échange aujourd'hui. On pourrait vous recontacter la prochaine fois. Avec plaisir. La semaine prochaine, dans Avec un mois, dans 2 mois ou dans 6 mois. Avec le plus grand plaisir. Je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup, Nova. Merci. Et je rappelle que vous êtes un artiste béninois et vous avez fait l'expérience du groupe Esprit Nègre. Voilà. C'était donc avec vous les droits d'auteur. Mesdames, Messieurs, le grand rendez-vous, nous sommes encore là pour 15, 18 à 20 minutes encore. Et voici pour vous la rubrique Espère.
Les sciences économiques sont une matière clé pour prendre les meilleures décisions pour le développement d'une nation. Mais quand on intègre l'économétrie à cette science, elle permet des études plus poussées et pointues. Quelle est la valeur de l'économétrie aujourd'hui sur le continent africain? Qu'est-ce que cette science apporte comme plus-value aux sciences économiques? Quel débouché pour un économiste qui a reçu une bonne formation en économétrie? Voilà, chers amis téléspectateurs, autant de questions que nous allons aborder avec notre invité. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, il faut dire d'entrée que vous êtes professeur d'économie, voilà, de sciences économiques et politiques, et vous enseignez également dans une université du côté des États-Unis, à Princeton précisément. Bonsoir. Exactement. Merci. Et je suis aussi le fondateur de African School of Economics, l'école africaine d'économie qui est basée à Calavi. D'accord. Alors, nous parlons aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, de l'économétrie. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'économétrie, professeur? L'économétrie, c'est tout simplement l'application des outils mathématiques et statistiques à l'analyse des phénomènes économiques. Alors, c'est un outil qui s'est développé depuis les années 30, donc, où il s'agit de dépasser tout simplement l'énoncé des concepts économiques, mais passer à la mesure rigoureuse et aussi à l'analyse. L'analyse qui permet de prendre de meilleures décisions, comme vous avez dit, qui permet également de faire de bonnes prévisions. Aujourd'hui, l'économétrie est devenue la matière dominante donc, en économie et même dans toutes les sciences sociales. Actuellement, ces techniques sont utilisées pour analyser donc, des phénomènes politiques, des phénomènes sociologiques et même psychologiques. Donc c'est une branche, si on le comprend, c'est une branche de l'économie qui est très, très, très importante. C'est ça. Et qui s'enseigne déjà même ici au Bénin. Voilà, ça s'enseigne au Bénin, mais en fait, on a évolué vers une situation où toute la formation économique est, disons, basée, est inspirée par l'économétrie et les mathématiques, donc dans l'analyse économique en général. Alors depuis 2030 ou bien 1930, voilà, mais aujourd'hui, l'économétrie, ça paraît un concept nouveau pour beaucoup de Béninois. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette science reste, je n'ose pas le dire, dans les oubliettes ou dans l'ignorance? Donc en fait, c'est dû au fait que nous avons hérité, disons, du système français, donc de formation en économique, qui est beaucoup plus lié au droit, lié un peu à l'histoire, donc et l'approche théorique et conceptuelle. Donc, l'utilisation des maths et la statistique, c'est beaucoup plus l'approche anglo-saxonne. Mais comme j'ai expliqué, depuis, disons, une vingtaine, trentaine d'années, cela prend corps et donc, de plus en plus, nos départements d'économie ici, disons, enseignent donc l'économétrie et beaucoup de matières donc, liées à l'économétrie. Revenons au concept et en quoi est-ce que cet outil, l'économétrie, peut vraiment aider les pays en voie de développement à connaître une certaine croissance économique? Voilà, je dois dire tout simplement que pour prendre de meilleures décisions, il faut avoir des faits. Il faut pouvoir les mesurer, il faut voir les tendances, il faut voir... Et maintenant, en plus, c'est qu'il y a des aspects politiques, psychologiques, sociologiques, dans toute situation économique. Donc, on a besoin des mathématiques et des outils mathématiques avancés, des outils statistiques avancés, pour pouvoir non seulement avoir une idée plus précise des choses, mais également pouvoir détecter la logique derrière les différents événements qu'on observe. Par exemple, si vous prenez la crise économique, la crise économique, ça peut être dû, disons, à des problèmes au niveau des marchés financiers, ça peut être dû à des problèmes psychologiques au niveau donc, des investisseurs qui prennent peur, ça peut être dû à une élection ou donc un candidat avec une politique qu'on considère comme... Un investisseur, de quoi il peut avoir peur, lui qui est déjà un bailleur qui peut fournir le minimum pour les... Non, mais si le retour à votre investissement est incertain, vous avez peur. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, et si, mieux que ça, un candidat, un politicien que l'on considère comme dangereux, qu'on considère comme négatif à l'économie, prend le pouvoir, ça va amener les gens, par exemple, à être pessimistes
par rapport à l'avenir économique et ça peut donner une crise, ça peut générer la crise économique. Par exemple, ce qui s'est passé en 2008, donc la crise économique, c'est dû à des phénomènes liés au marché immobilier aux États-Unis. Voilà. Donc, ça a eu un effet d'enchaînement qui a généré la crise. Alors, donc, c'est des phénomènes qui sont extrêmement compliqués. Et plus c'est compliqué, plus on a besoin de regarder ça avec des outils avancés. Et justement, pour régler ça, l'économétrie est là pour... L'économétrie, donc, c'est l'outil donc, pour pouvoir régler ça. Donc, par exemple, de plus en plus, dans le domaine de la finance, les gens utilisent donc des gens qui ont fait les maths pures, des gens qui ont fait la physique, des statisticiens très théoriques, donc tout pour pouvoir analyser les tendances au niveau des marchés boursiers. Alors dites-nous, quand on prend le cas d'un apprenant, parce qu'avant d'en arriver là, arriver à prendre des décisions dans les institutions de la République, il faut déjà passer par l'étape d'apprentissage. Alors quand on prend un étudiant qui a eu des notions en économétrie, en quoi est-ce que cet étudiant peut-il se distinguer des autres? Donc en fait, d'abord, il faut avoir un certain bagage en mathématiques et en statistiques pour pouvoir faire l'économétrie. Ça, c'est intéressant. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que dans le monde entier aujourd'hui, l'économétricien représente, disons, c'est une carrière qui présente les meilleures perspectives d'emploi, non seulement au niveau du secteur privé. Donc, les débouchés sont assurés. Les débouchés sont nettement meilleurs parce comparativement que le besoin donc, de l'économétrie est général. Ça se fait ressentir un peu Mais partout. en fait, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué au début, lorsqu'on dit économétrie, c'est l'économie tout simplement. C'est-à-dire, tout économiste qui est formé aujourd'hui, ce n'est plus, disons, le métier d'économiste, ce n'est plus, disons, la théorie, ce n'est plus juste comprendre par cœur les concepts. Est-ce qu'à la base, donc, c'était un problème d'appellation, de dénomination? Non, pas ou du bien tout. c'est que c'est l'économie qui a changé carrément de visage? Exactement, c'est une évolution. Il y a une évolution de l'économie qui était beaucoup plus un ramassis de concepts pour devenir quelque chose de plus mesurable, quelque chose de plus analytique. Donc, lorsque vous prenez, par exemple, aujourd'hui, un article scientifique en économie, c'est des hypothèses, c'est des analyses, c'est des formules mathématiques, c'est des graphes. Donc, et on est capable de représenter, par exemple, 500 pages de description de l'économie en quelques pages, grâce à des formules mathématiques. Donc, et aujourd'hui, grâce à cette évolution, il est aussi plus facile d'intégrer les nouvelles technologies, notamment les logiciels statistiques, les technologies qui permettent d'utiliser les grosses bases de données, donc d'utiliser cette évolution technologique-là dans l'analyse économique. Comme quoi les nouvelles technologies de l'information, de la communication impactent aussi l'économie. Voilà, donc ça permet une meilleure utilisation des données, une meilleure analyse des données dans les prises de décision qui sont arrivées. Donc, ce sur quoi je veux vraiment insister, et ça c'est vraiment très important, c'est que de plus en plus, vu la complexité des phénomènes économiques, vu l'importance capitale donc, des décisions donc, prises non seulement par les individus, prises par les compagnies, prises par le gouvernement, dans le développement, les outils mathématiques et statistiques, c'est essentiel. Alors, un petit message rapidement, parce que l'entretien se poursuit, à ces apprenants qui sont aujourd'hui frileux, quand on évoque les mathématiques, les physiques et tout ça, c'est la bête noire anti-griffe de la majorité de nos apprenants aujourd'hui. Oui, mais en fait, si nous comprenons les mathématiques comme un outil, pas seulement comme une matière à part, c'est juste un outil pour prendre de meilleures décisions, l'apprentissage va devenir beaucoup plus facile. Donc il faut déjà que les enseignants, que l'autorité aussi prennent conscience de ce fait-là. Voilà, c'est ça. Bon, et en plus, en dehors de ça, les outils informatiques aujourd'hui permettent un meilleur apprentissage des mathématiques. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire du calcul mental. Aujourd'hui, on peut dépasser cette étape et plutôt faire de l'algèbre plutôt que de faire donc, du calcul mental. Voilà. Donc c'est pour simplement dire... Et puis bon, lorsque vous regardez les gens, lorsque vous parlez aux gens, évidemment, il y a toujours une logique, il y a toujours
des gens utilisent des concepts mathématiques sans même s'en rendre compte. La femme du marché a des façons de catégoriser ses dépenses et d'organiser ses recettes qui relèvent de la statistique. Comme quoi l'économétrie est présente dans notre quotidien. Exactement. Et peut-être qu'on l'ignore. Voilà, donc la façon la plus évidente, c'est donc de vulgariser donc, son utilisation pour les meilleures décisions. Et donc, maintenant, le plus important, c'est qu'il y a par exemple un très grand nombre d'étudiants dans ce pays qui, par exemple, bon, ils fuient la C parce qu'ils pensent que le seul débouché, c'est en embrassant la littérature. Et non, même en fait, la série D. Voilà. Alors donc, moi je pense que la plupart des gens qui font la série D aujourd'hui, ils peuvent voir que en dehors de la médecine, en dehors de la biologie, en dehors peut-être de la physique, il y a l'économie moderne, l'économétrie comme filière. Et cela donne certainement même plus de débouchés, sinon presque autant de débouchés que l'ingénierie et que la médecine. Et son utilisation, son utilité pour le développement, c'est énorme. Parce que ce que l'économiste est, et qui est important, c'est non seulement qu'on peut servir de cet outil-là, donc pour aider le gouvernement, les firmes à prendre des décisions, mais on peut s'en servir aussi. Parce que ce que... Un exemple concret, quand vous parlez de gouvernement, on peut s'en servir pour prendre des décisions concrètes. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Prenons l'emploi. Voilà. Prenons l'emploi. Prenons la formation et l'emploi. Alors, donc, d'abord, premièrement, il faut utiliser les données statistiques pour pouvoir avoir une idée très claire de la situation de l'emploi, de l'évolution des tendances dans le domaine de l'emploi. Il faut, par exemple, avoir des informations très claires sur le lien entre la formation et le besoin sur le terrain. Oui, par exemple, le plus souvent on dit, bon, il faut faire la formation, il faut que la formation que l'on donne soit liée à l'emploi. En adéquation avec le marché de l'emploi. Ça, c'est général, ça, c'est trivial. Maintenant, quelle formation? Comment? Quel genre de formation? Quelle façon d'enseigner? Quel outil il faut utiliser pour enseigner les gens pour que cela disons, débouche à des meilleures perspectives d'emploi. Voilà, ce sont donc des particularités. Exactement. Donc, c'est pour dire, lorsque vous voulez maintenant être plus précis dans la façon dont faire l'adéquation alors là, il faut recourir à des données, il faut recourir à l'analyse. Il faut développer un modèle théorique qui lie, par exemple, la formation et les aspects de la formation à l'emploi. D'accord, professeur. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de nos femmes de marché ou bien d'une femme qui allait au marché, qui chaque jour utilise ou bien fait appel à l'économétrie pour gérer ses dépenses et tout. Mais est-ce que vous sentez tous les Africains ou bien tout le monde dans cette même dynamique en majorité, si je prends outillé de ce sens-là, de gestion à la base? Mais c'est le problème. Donc c'est pour ça qu'il faut le rendre banal. Il faut le rendre accessible. Parce que de quoi il s'agit? Vous voulez faire, disons, vous voulez créer une entreprise. Il faut faire des collectes de données, faire des études de marché. Il faut, par exemple, faire des analyses de coûts. Il faut développer des modèles qui vont démontrer la profitabilité donc, de votre entreprise et l'utiliser donc, pour pouvoir donc, avoir un financement des banques. Alors, si vous prenez cela comme nécessaire, indispensable, ça veut dire que vous allez vous recourir à un économiste qui va vous aider à faire ce travail-là. Ce n'est pas possible, par exemple, qu'aujourd'hui, il y ait autant de gens qui sont formés à l'économétrie et ils sont sous-utilisés. Par exemple, parce que la plupart des gens qui créent des entreprises, ils les créent sur la base de l'intuition ou sur la base de ce que le voisin fait. C'est-à-dire, donc, vous voyez quelqu'un qui a une entreprise qui marche, vous le copiez. Donc, vous ne pensez pas à comment faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, et vous n'arrivez pas à montrer pourquoi et comment ce que vous faites va vous donner de meilleurs résultats que celui de votre voisin. Donc, c'est simplement pour insister sur le fait que l'analytique et la mesure, c'est des outils importants pour les décisions économiques. Et on a besoin... Et c'est en même temps là votre mot de la fin, hein, professeur, en même temps, en quelques secondes. Voilà, donc c'est ce que je veux dire, c'est que l'analytique, la mesure, c'est des outils indispensables pour les décisions économiques. Non seulement des entreprises, non seulement des ménages, mais également du gouvernement et des organisations internationales. Et pour cela, il faut que la formation en économie accompagne
Donc, et soit plus accentuée, plus concrète. Oui, plus accentuée et utilise de plus en plus ces outils. Professeur. Donc, voilà, merci bien. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être passé par ici, nous donner tous ces détails sur cet outil indispensable. Vous l'aurez compris, l'économétrie intervient donc dans la plupart de nos secteurs d'activité aujourd'hui. Et pour vous, apprenants, pas question donc de laisser passer les mathématiques. Il vaut mieux vous y intéresser et dès maintenant. Passons donc à la revue de météo. Un tour dans le ciel pour les prévisions du ciel, voir un peu comment le ciel de demain va se comporter. On regarde. Alors, quand la météo revient, c'est que le grand rendez-vous, lui, il est en train de plier bagages. Il va passer une très belle nuit et vous revenir le lendemain. Ça a été donc un grand plaisir pour toute l'équipe dirigée du côté de la régie par Sabouran, Miss Sabouran, la grande réalisatrice de BB24. Et nous remercions aussi les cadres. On n'oublie pas la preneur de son, c'est Gougan qui est là-bas. En tout cas, ici, nous sommes toujours dans la joie pour vous servir et au cœur de tout ce que nous faisons, c'est le développement. Merci beaucoup à tous, vous qui nous avez suivis de bout en bout et vous qui avez pris le grand rendez-vous en marche. Nous vous disons merci et retrouvez-nous avec le même plaisir demain. Demain, ce sera vendredi. Au revoir et belle soirée à toutes et à tous.